Doris Day a porté de nombreux secrets jusqu'à la fin de sa vie. Son unique petit-fils, Ryan Melcher, ne l'a pas vu depuis 14 ans et n'a appris sa mort que sur Facebook. Qu'est-ce qui les a séparés? Un mystérieux manager, une trahison de 22 millions de dollars ou une vie de réclusion derrière de hauts murs à Carmel? Aujourd'hui, à 41 ans, Ryan a décidé de rompre le silence, révélant des vérités inédites sur la grand-mère bien-aimée des Américains. Explorons cette histoire choquante, le mariage noir. Peu après leur mariage en avril 1941, la vie de Doris Day a pris une tournure sombre à laquelle elle ne s'attendait pas. Le comportement contrôlant et abusif de son premier mari, Al Jordan, a commencé dès leur premier jour en tant que mari et femme. Tout est parti d'un geste innocent. Doris Day a embrassé un ami musicien sur la joue pour le remercier d'un cadeau de mariage. Pour Jordan, c'était une trahison, fou de rage. Il l'a traîné hors du théâtre et dans les rues animées de New York, ignorant les regards horrifiés des spectateurs. À son retour à l'hôtel, sa colère a explosé en violence. Jordan bat Doris sans pitié, comme pour se défouler sur elle de sa jalousie et de sa colère. Mais ce n'est pas la dernière fois. Après cette nuit de noces obsédantes, Day est devenue la victime d'un cercle vicieux de violence domestique. Jordan la contrôlait à un point effrayant. Il était déraisonnablement jaloux, l'accusant constamment d'être infidèle sans aucune raison. Chaque fois que Doris Day apparaissait dans un magazine ou recevait l'attention d'autres personnes, il la traitait de mots cruels, insultait son honneur et allait même jusqu'à la gifler devant une foule. Les choses semblaient ne pas pouvoir empirer, mais lorsque Doris Day est tombée enceinte, l'horreur s'est accentuée. Jordan ne voulait pas d'enfant. Il l'a forcée à avorter à tout prix. Lorsque Doris Day a refusé, il est devenu fou et l'a battue si brutalement qu'elle a failli perdre le bébé. Le paroxysme de la violence s'est produit lorsque Doris Day était enceinte de 8 mois. Un jour fatidique, Jordan l'a conduite dans un endroit isolé où personne ne pouvait intervenir. Il avait un plan terrible, tuer Doris et leur enfant à naître avant de se suicider. Doris Day, avec sa vivacité d'esprit et son féroce instinct de survie, a tenté de les calmer, en lui disant des mots apaisants pour gagner du temps. D'une certaine manière, elle l'a convaincu d'abandonner. Cependant, la hantise de ce jour-là l'a poursuivi jusqu'à la fin de sa vie. Après cela, Doris ne pouvait plus s'asseoir sur le siège avant d'une voiture sans avoir peur. Lorsque son fils Terry naît en février 1942, Day espère que son amour pour l'enfant changera Jordan, mais elle se trompait. Non seulement Jordan a continué à maltraiter sa femme, mais il a aussi commencé à torturer leur fils. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Doris savait que si elle ne s'échappait pas, sa vie et celle de son fils seraient à jamais un enfer. Finalement, elle a trouvé le courage de partir et a demandé le divorce. Après un mariage cauchemardesque avec Jordan, Doris Day espérait trouver le bonheur auprès de son second mari, George Weidler, un saxophoniste. Ils se sont rencontrés alors qu'ils jouaient dans un groupe, et leur relation s'est rapidement épanouie. Jeune mère célibataire, Doris est attirée par le romantisme et le talent de Weidler. Ils se sont mariés en 1946 et ont déménagé à Hollywood dans l'espoir d'un avenir meilleur. Mais même ce mariage n'a pas apporté à Doris la stabilité qu'elle attendait. Weidler n'était pas prêt à devenir beau-père. Lorsque Day a proposé à sa mère et à son fils d'emménager avec eux, il s'est montré réticent, ne cachant pas son malaise. En outre, la carrière de Day commence à décoller, ce qui fait naître chez Weidler un sentiment d'insécurité et d'éloignement. 8 mois seulement après le mariage, il annonce qu'il veut divorcer. Il ne voulait pas être éclipsé par la célébrité de sa femme. Lorsque les gens l'appelaient Mr. Doris Day, il se sentait blessé. La fin du mariage, si rapide, a laissé Doris le cœur brisé. Une fois le divorce prononcé en 1949, elle est retournée à Cincinnati avec son fils, essayant de trouver la paix. Son troisième mariage avec Martin Melcher, en 1951, devait lui apporter le bonheur, mais il s'est avéré être une nouvelle erreur amère. Melcher n'était pas seulement son mari, mais aussi son manager. Au cours de leurs 17 années de vie commune, lui et son associé, Jerome Rosenthal, l'ont systématiquement escroqué. Doris faisait tellement confiance à Melcher qu'elle ne vérifiait jamais ses finances. Mais lorsqu'il est mort subitement, en 1968, elle a découvert une vérité choquante. Toute sa fortune, estimée à 150 millions de dollars, avait été anéantie, et elle était endettée de 500 000 $. Plus douloureusement encore,
Doris découvre que Melcher l'a secrètement engagée à son insu pour une émission de télévision sur CBS. Peu de temps après sa mort, on lui a dit qu'elle devait participer à l'émission The Doris Day Show pour rembourser l'énorme dette que Melcher avait laissée derrière lui. Elle l'apprend quelques semaines avant le tournage et en est dévastée. Doris n'a pas eu d'autre choix que de continuer à travailler. Après des années de lutte, elle poursuit Rosenthal en justice pour récupérer ce qui lui revient de droit. En 1974, elle a obtenu un règlement de 22 millions de dollars, mais après des négociations et des accords avec la compagnie d'assurance, elle n'a reçu qu'une fraction de cette somme. Selon son fils, le montant qu'elle a reçu était bien inférieur à ce que le public imaginait. La trahison de Melcher a été le plus grand choc de sa vie. La personne en qui elle avait le plus confiance l'avait utilisée et ruinée pendant près de 20 ans. Doris a été profondément blessée et a décidé de se retirer des projecteurs. Mais les problèmes d'argent ne sont pas les seuls auxquels Doris doit faire face. Épuisement mental. Peu de gens savent que, derrière son sourire éclatant et sa brillante carrière, elle a dû faire face à des souffrances mentales qui ont duré toute sa vie. Doris Day a lutté contre l'anxiété et la dépression, même lorsqu'elle était au sommet de sa gloire. En 1952, alors qu'elle tournait « I'll See You in My Dreams », elle a été victime d'une grave dépression mentale. Des sentiments de panique et de désespoir l'envahissent au point qu'elle croit qu'elle est sur le point de mourir d'une crise cardiaque. Cependant, au lieu de chercher une aide professionnelle, elle s'est contentée de consommer de l'alcool pour soulager sa douleur mentale. Le début des années 1950 était la période la plus sombre de la vie de Doris. Elle se retire progressivement de la vie publique, refuse les interviews et n'assiste que rarement aux grands événements. Lors du tournage de Young at Heart, 1954, elle est submergée par les émotions pendant une scène et fond en larmes sur le plateau. Son partenaire, Frank Sinatra, doit la réconforter pour la calmer. Malgré sa célébrité mondiale, Doris se sentait prise au piège d'une anxiété incontrôlable. Ce n'est qu'en 1971, alors qu'elle avait près de 50 ans, qu'elle a demandé l'aide d'un professionnel. Au cours des 4 années qui ont suivi, elle a suivi une thérapie pour surmonter les traumatismes émotionnels qui l'avaient affectée tout au long de sa vie. C'est grâce à cette persévérance qu'elle a pu trouver la paix à laquelle elle avait toujours aspiré. Doris Day a eu un fils unique, Terry Melcher, né le 8 février 1942, qu'elle a élevé seule jusqu'à son mariage avec Martin Melcher en 1951. Plus tard, Martin adopte Terry et change son nom de famille. Cependant, leur vie de famille n'était pas tout à fait paisible. Martin Melcher était réputé être un mari sévère et contrôlant, les aidant à produire plusieurs chansons à succès. Terry a continué à connaître un grand succès avec les Beach Boys, où il a participé à la production de la chanson à succès Kokomo, 1988. Il s'agit du premier single des Beach Boys à être classé numéro 1 au Billboard en 22 ans, ce qui marque une étape importante dans sa carrière. Cependant, la vie de Terry ne se résume pas à la musique. Elle est aussi marquée par un événement terrible. En 1968, Terry et sa petite amie, l'actrice Candice Bergen, vivaient dans une maison sur Cielo Drive à Los Angeles. Cette maison deviendra plus tard le théâtre du massacre de Sharon Tate par le gang de Charles Manson. Manson, chef d'une secte, a été présenté à Terry par l'intermédiaire de Dennis Wilson, le batteur des Beach Boys. Il voulait que Terry l'aide à signer un contrat d'enregistrement, mais Terry a refusé. Ce refus a irrité Manson, qui a peut-être voulu se venger. Heureusement, Terry et Candice avaient quitté la maison avant le massacre, mais beaucoup pensent que Manson visait à l'origine Terry, et non Sharon Tate. Terry Melcher est décédé d'un lymphome en 2004, laissant derrière lui son fils unique, Ryan Melcher. Bien qu'il soit le petit-fils de Doris Day, Ryan avait une relation distante avec sa grand-mère. Le 13 mai 2019, un jour seulement après le décès de Doris Day, Ryan Melcher a rendu publique l'histoire déchirante de son incapacité à la voir dans ces dernières années. Ryan a révélé que lorsqu'il était enfant, il avait une relation très proche avec Doris. Cependant, après le décès de son père, Terry Melcher, les choses ont changé. Une fois adulte, Ryan a voulu retrouver sa grand-mère, mais les responsables de Doris l'en ont empêché. Il raconte que lorsqu'il l'a contacté pour prendre rendez-vous, une personne de la Doris Day Animal Foundation lui a demandé d'assister à une réunion privée avant qu'il ne soit autorisé à la voir.
Il s'est alors senti aliéné et désorienté. Ryan pense que Doris a pu être contrôlée et isolée au cours de ces dernières années, ce qui lui a brisé le cœur de ne pas pouvoir lui dire au revoir. Les révélations de Ms. Ryan ont fait grand bruit et soulèvent la question de savoir si Doris Day a vécu ces dernières années comme elle le souhaitait. Révélation du neveu. Ryan Melcher, l'unique petit-fils de la légendaire Doris Day, a choqué le public en révélant sur Facebook qu'il était séparé de sa grand-mère depuis 14 ans. Pire encore, il n'a pas appris la nouvelle de la mort de sa grand-mère par sa famille, mais par les médias sociaux, comme des millions de fans à travers le monde. Cette vérité déchirante a non seulement révélé une grave rupture au sein de la famille, mais a également soulevé de nombreuses questions sur ce qui s'est passé entre eux. Tout a commencé en 2004, lorsque le père de Ryan, Terry Melcher, est décédé à l'âge de 62 ans d'un mélanome. Terry était le fils unique de Doris Day et un célèbre producteur de musique. Après cette perte, il semblait que la relation entre Ryan et Doris allait se resserrer. Mais la réalité a pris une toute autre direction. Peu après la mort de Terry, Doris a contacté Ryan et l'a invité à dîner. Ce devait être une bonne occasion pour la grand-mère et sa petite-fille de renouer le contact. D'autant plus que leur relation était quelque peu distante depuis le divorce des parents de Ryan en 1997. Cependant, le dîner ne s'est jamais déroulé comme prévu. Avant le dîner, le nouveau manager de Doris, Bob Becara, est intervenu. Ryan a déclaré que Becara l'avait convoqué à une réunion au Cypress Inn, un hôtel dont Doris est copropriétaire à Carmel, en Californie. Lors de leur rencontre, Becara lui a demandé froidement « Pourquoi veux-tu voir Doris ?» Ryan a été stupéfait par la question et a répondu « C'est ma grand-mère ». Mais au lieu de lui apporter son soutien, Becara lui a carrément dit qu'il ne serait pas autorisé à voir Doris. Cette déclaration semble sceller le destin de leur relation. Ce qui a encore plus choqué Ryan, c'est que Becara a rendu le divorce de ses parents responsable de leur éloignement. À partir de ce moment-là, la relation entre Doris et Ryan s'est complètement effondrée. Il n'a plus jamais eu de contact avec sa grand-mère. Et la séparation s'est poursuivie pendant des années jusqu'à la mort de celle-ci. Ryan a admis plus tard qu'il regrettait de ne pas avoir essayé davantage de trouver un moyen de voir Doris. Mais selon lui, les barrières érigées par Becara, au sens figuré comme au sens propre, ont rendu la chose presque impossible. Au fil du temps, Ryan a poursuivi sa vie et est devenu agent immobilier à Carmel. Pendant ce temps, Bob Becara semblait avoir une influence croissante sur Doris et sur toutes les décisions qui la concernaient. Ryan affirme que Becara a pris des mesures pour modifier la fondation de protection des animaux de Doris, en renvoyant des membres du conseil d'administration de longue date et en les remplaçant par des membres de sa famille. Cependant, alors que l'histoire se répandait, un porte-parole de Doris Day, Charlie Cullen Walters, s'est prononcé contre les affirmations de Ryan. Walters, qui travaille avec Doris depuis 2011, a affirmé qu'ils avaient tenté à plusieurs reprises de reprendre contact avec Ryan, mais qu'ils n'avaient reçu aucune réponse. L'une des tentatives les plus évidentes a eu lieu en 2014, lorsque Doris a fêté son 90e anniversaire. Cela aurait été le moment idéal pour que la famille se réunisse. Mais selon Walters, Ryan n'a pas assisté à la réunion bien qu'il y ait été invité. Madame Walters a également souligné un détail important. Le site web de Ryan comportait un avis lui demandant de ne pas être contacté pour des questions liées à la célébrité ou à Hollywood. Cela a encore compliqué la situation, soulevant la question de savoir si Ryan voulait se réconcilier avec sa grand-mère. Après les événements de sa vie, Doris Day s'est progressivement retirée des feux de la rampe. Depuis la mort de son troisième mari, Martin Melcher, en 1968, Doris est devenue de plus en plus discrète. Dans les années 1990, elle avait presque complètement disparu de la scène publique. Doris a passé les dernières années de sa vie dans une ferme de 11 acres à Carmel, où elle a nourri sa plus grande passion, les animaux. On dit qu'elle s'occupait de 30 chiens à la fois, chacun ayant sa propre chambre. Elle avait même créé une cuisine séparée pour préparer leur nourriture. Son amour pour les animaux était si profond. Elle quittait rarement sa ferme et refusait d'assister à des événements publics, même à des remises de prix prestigieuses comme le Kennedy Center Prize. La dernière fois qu'elle a été vue en public, c'était à l'occasion des Golden Globe Awards de 1989, et sa dernière interview télévisée remonte à 1994.
Les habitants de Carmel connaissaient Doris comme une femme simple, qui menait une vie humble et consacrait son amour aux animaux. Elle servait même ses repas dans des assiettes en carton et avait une machine à laver dans sa chambre. Sa vie était paisible mais aussi remplie de tristesse en raison de la distance qui la séparait de ses proches. Après la mort de son fils Terry en 2004, Doris s'est retrouvée encore plus isolée. Bob Becerra a progressivement pris le contrôle d'une grande partie de son travail. Cette situation a également entraîné des conflits avec Ryan, qui s'est senti exclu de la vie de sa grand-mère. Cette histoire met une fois de plus en lumière le côté sombre de la vie des célébrités, où les luttes familiales peuvent être plus compliquées et plus douloureuses que n'importe quel scénario hollywoodien. Le 13 mai 2019, Doris Day s'est éteinte à l'âge de 97 ans. Elle s'est éteinte paisiblement, mais sa relation brisée avec son unique petit-fils reste une blessure qui n'est pas encore cicatrisée. Mais il ne s'agit là que du côté obscur. La vie de Doris Day était bien plus brisée que cela. Peut-être que les révélations suivantes changeront complètement votre vision d'elle, même quand tout a commencé. Enfance et début de carrière. Doris Day, l'une des actrices les plus emblématiques d'Hollywood, est née Doris Mary Ann Kappelhoff, le 3 avril 1922 à Cincinnati, dans l'Ohio. Elle grandit dans une famille de classe moyenne avec son père, William Kappelhoff, professeur de musique, et sa mère, Alma, femme au foyer. Doris avait 2 frères aînés, mais l'un d'eux, Richard, est mort avant sa naissance. Cette perte a eu un impact profond sur sa famille et a forgé le caractère fort et résistant de Doris. Lorsque Doris était jeune, ses parents ont divorcé, un fait rare et choquant à l'époque. Elle a été élevée principalement par sa mère pendant les difficultés de la Grande Dépression. Malgré cela, Doris a toujours été une jeune fille dynamique et a manifesté très tôt une passion pour les arts. À l'âge de 12 ans, elle a participé à un concours de talent et a gagné en se tenant sur les mains pendant plus de 3 heures, le prix étant des leçons de danse gratuites. Ce fut son premier pas dans le monde des arts. Doris était passionnée de danse et rêvait de devenir danseuse professionnelle. Cependant, à l'âge de 14 ans, elle a subi un grave accident lorsque la voiture dans laquelle elle se trouvait a été heurtée par un train. La jambe de Doris est tellement cassée que les médecins craignent de devoir l'amputer. Pendant plus d'1 an, Doris a été clouée au lit et a subi plusieurs opérations chirurgicales douloureuses. C'est au cours de cette période qu'elle a trouvé réconfort et force dans la musique. Elle passait des heures à écouter la radio, chantant ses chansons préférées, en particulier celle de la légendaire Ella Fitzgerald. Reconnaissant le talent naturel de sa fille, sa mère lui trouve un professeur de chant, Grace Rain, qui dira plus tard que Doris est la meilleure élève qu'elle ait jamais eue. À l'âge de 15 ans, Doris commence sa carrière de chanteuse professionnelle. Son premier emploi était dans un petit restaurant chinois, où elle ne gagnait que 5 $ par soir. Bien que le revenu soit maigre, c'est une occasion précieuse pour Doris de pratiquer ses talents d'interprète. Un soir, alors qu'elle chante dans une boîte de nuit locale, elle attire l'attention de Barney Rapp, un célèbre chef d'orchestre. Barney était à la recherche d'une chanteuse convenable, et dès qu'il a entendu Doris chanter, il a su que c'était la bonne. Mais il y a un problème. Doris est trop jeune pour se produire dans des lieux où l'on sert de l'alcool. En 1939, alors qu'elle n'a que 17 ans, Doris décide de changer de nom. Barney Rapp trouvait le nom de famille Kappelhoff trop long et difficile à retenir pour un nom de scène. Inspiré par la chanson Day After Day, que Doris interprétait souvent, il suggéra le nom de Doris Day. Au début, Doris n'aimait pas ce nom, qu'elle trouvait trop tape à l'œil. Mais peu à peu, elle l'a accepté, et le nom est devenu l'un des plus grands symboles du divertissement américain. La vie de Doris prend un nouveau tournant lorsqu'elle rejoint le groupe de Les Brown le 15 mars 1940, alors qu'elle n'a que 18 ans. Cependant, ce voyage ne s'est pas déroulé sans heurts. Lors de l'audition, Doris est si nerveuse qu'elle ne peut s'empêcher de trembler et tombe malade en coulisses. C'est les Brown qui doivent l'encourager et lui rappeler son talent. Elle a finalement trouvé le courage de monter sur scène et d'interpréter Embraceable You, époustouflant le groupe de sa voix pleine d'âme. Malgré l'essor de sa carrière, Doris est confrontée à une tragédie personnelle. Le 14 février 1941, alors qu'elle est en tournée avec le groupe, elle apprend que son frère Paul est mort dans un accident de voiture. Malgré son chagrin,
Doris reste professionnelle et monte sur scène ce soir-là pour chanter. Sa prestation émouvante a fait pleurer le public et l'a aidé à établir sa capacité à transmettre des émotions par la musique, un élément clé de son succès ultérieur. Le tournant le plus important dans la relation entre Doris et Les Brown a lieu en 1945, lorsqu'ils enregistrent Sentimental Journey. Les Brown étaient d'abord sceptiques à l'égard de la chanson, qu'ils trouvaient trop démodée. Mais Doris a insisté pour qu'ils l'essayent. Sentimental Journey a connu un énorme succès, se vendant à plus d'1 million d'exemplaires au cours de sa première année d'existence et devenant la chanson thème des soldats rentrant chez eux après la Seconde Guerre mondiale. Il est intéressant de noter que Doris était enrhumée lorsqu'elle a enregistré la chanson, mais c'est la raucité de sa voix qui lui a donné ce charme distinctif qui allait devenir sa signature. Après le succès de Sentimental Journey, Doris décide de se lancer en solo. En 1947, elle signe avec Columbia Records, l'un des plus grands labels de l'époque, pour un contrat de 7 ans d'une valeur d'1 million de dollars. Une somme énorme pour une artiste féminine à l'époque. Cependant, son parcours en solo n'a pas été facile dès le début. Elle subit une forte pression pour maintenir son succès et faire ses preuves. Les défis. Lors de sa première séance d'enregistrement, Doris Day est confrontée à l'imposition du studio. Les chansons que la maison de disques a choisies pour elle étaient toutes dépassées et sans originalité. Estimant qu'elles ne correspondaient pas à son style, elle a refusé catégoriquement d'enregistrer. C'était une décision audacieuse pour une nouvelle chanteuse, mais c'est ce qui a ouvert la voie à son succès. Après une longue dispute avec le studio, Doris est finalement autorisée à choisir ses chansons. Elle décide d'enregistrer It's Magic, une chanson qui deviendra plus tard une icône de sa carrière. Ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'elle n'a enregistré cette chanson qu'une seule fois. Lorsqu'elle a chanté, tout le monde dans le studio s'est tu. La sincérité et l'émotion intense de sa voix ont créé un enregistrement parfait dès la première fois, en peu de temps. It's Magic est devenu un énorme succès, se vendant à plus de 2 millions d'exemplaires. Ce succès a non seulement propulsé Doris Day sur le devant de la scène, mais lui a également valu une prestigieuse nomination aux Oscars. Columbia Records n'a pas pu répondre à la demande du public pour ce disque, à tel point qu'ils ont dû arrêter la production de plusieurs autres disques pour se concentrer sur la sortie de It's Magic. En 1953, Doris Day est chargée d'enregistrer Secret Love, une chanson destinée au film Calamity Jane, dans lequel elle tient le rôle principal. Cependant, lorsqu'elle lit les paroles pour la première fois, elle ne les aime pas du tout. Elle trouvait que les paroles étaient trop ringardes et manquaient de profondeur. Les producteurs du film ont été très inquiets, car la chanson avait été choisie pour être le clou du film. Confronté à un dilemme, le réalisateur David Butler a dû trouver un moyen de la convaincre. Un soir, il a apporté une bouteille de champagne et un pianiste chez Doris et l'a supplié de donner une chance à la chanson. Après de nombreuses supplications, Doris a finalement accepté d'essayer de l'enregistrer. Le jour de l'enregistrement de Secret Love coïncide avec un événement personnel pour Doris. Elle était restée debout toute la nuit à cause d'une dispute avec son mari, Marty Melcher. Lorsqu'elle arrive au studio, elle a l'air hagard, les yeux rougis par les pleurs. Mais malgré tout, elle est déterminée à chanter. Lorsque le piano a joué, elle a fermé les yeux et a déversé toutes ses émotions dans la chanson. Elle ne l'a chantée qu'une seule fois. Mais cela a suffi pour créer un chef-d'œuvre. À la fin de la chanson, l'atmosphère dans le studio est silencieuse. Les membres de l'orchestre sont en larmes et l'ingénieur du son reste sans voix. L'enregistrement était si parfait que Columbia Records a décidé de le publier tel quel, sans aucun montage ni effet. Dès sa sortie, Secret Love s'est rapidement hissé en tête du Billboard pendant 19 semaines et s'est vendu à plus de 4 millions d'exemplaires dans le monde. La chanson a également valu à Doris Day un Oscar pour la meilleure chanson originale. Malgré son énorme succès, Doris a refusé de chanter Secret Love aux Oscars parce qu'elle avait le trac. Cela a conduit certains membres de l'industrie du divertissement à penser qu'il était difficile de travailler avec elle, ce qui n'était pas le cas. Des années plus tard, Secret Love a pris une autre signification. Les paroles sur l'amour caché ont touché le cœur de la communauté LGBTQ+, dans les années 1960 et 1970, alors qu'elle luttait pour ses droits. Lorsque Doris Day a appris cela, elle a été profondément émue et a soutenu publiquement la communauté LGBTQ+.
un acte courageux à l'époque. Le plus grand tournant dans la carrière de Doris Day s'est produit lors d'une soirée fatidique. Lors d'une soirée, deux musiciens célèbres, Jules Stein et Sammy Cahn, intendant Doris Day chanter. Impressionnés par sa voix unique, ils l'invitent à s'essayer au métier d'actrice. Il s'agit d'une offre inattendue, mais aussi d'une occasion en or. À cette époque, le film Romance on the High Seas 948 de la Warner Bros. Romance on the High Seas 948 est en difficulté lorsque le premier rôle féminin, Betty Hutton, se retire soudainement pour cause de grossesse. Le réalisateur Michael Curtiz, célèbre pour Casablanca, décide de confier ce rôle à Doris Day, bien qu'elle n'ait jamais joué dans un film auparavant. Au début, Doris était nerveuse et doutait d'elle-même, mais dès qu'elle est apparue devant la caméra, elle a fait preuve d'un naturel étonnant. Romance on the High Seas est un énorme succès et ouvre à Doris la voie d'une carrière cinématographique. Elle signe ensuite un contrat à long terme avec Warner Bros., devenant ainsi l'une des stars les plus brillantes d'Hollywood. Dans les années 1950, Doris Day continue de connaître le succès avec une série de comédies musicales à succès telles que Calamity Jane, 1953, où elle incarne une image complètement différente de ses précédents rôles de gentille fille. Dans ce film, elle incarne une cowgirl forte et aventureuse qui n'a pas peur de prendre des risques. Pour compléter le rôle, Doris a même exécuté plusieurs de ses cascades, notamment en sautant sur une voiture à cheval en mouvement. Elle s'est cassé une côte pendant le tournage, mais a continué à travailler sans se plaindre. Son dévouement a contribué au succès retentissant du film, qui a rapporté plus de 3,7 millions de dollars et est devenu un classique. Un autre jalon dans la carrière de Doris est Love Me or Leave Me, 1955, un film sombre sur la vie de la chanteuse Ruth Etting et sa relation abusive avec son manager. Le film n'a pas seulement été un succès financier, il a aussi aidé Doris à être reconnue comme une véritable actrice, rompant avec son image de star de comédie musicale, la reine du box-office. À la fin des années 1950 et au début des années 1960, Doris Day est devenue l'une des actrices les plus populaires d'Hollywood, méritant le titre de reine du box-office. De 1960 à 1964, elle a été la star de cinéma la plus populaire d'Amérique, un record que seul Shirley Temple détenait auparavant. La carrière cinématographique de Doris Day est florissante, avec une série de films à succès commercial et critique, faisant d'elle une icône du cinéma américain. L'un de ses films les plus réussis est Pillow Talk 1959, le premier film dans lequel elle collabore avec Rock Hudson. Cette charmante comédie romantique raconte l'histoire d'amour entre une architecte d'intérieur à succès et un playboy. Le film a été réalisé pour environ 3 millions de dollars, mais a rapporté plus de 18 millions de dollars, un chiffre énorme pour l'époque. Le succès retentissant de Pillow Talk a ouvert un nouveau chapitre dans la carrière de Doris Day et lui a valu sa seule nomination aux Oscars dans la catégorie meilleure actrice. Reconnaissant la grande alchimie entre Doris Day et Rock Hudson, Hollywood a continué à exploiter ce couple à l'écran dans les deux films suivants. Lover, Come Back, 1961 et Send Me No Flowers, 1964. Ces trois films sont des succès au box-office et contribuent à consolider la position de Doris Day en tant qu'actrice commerciale de premier plan. En 1965, les films auxquels elle a participé avaient rapporté plus de 200 millions de dollars, un chiffre incroyable dans l'industrie cinématographique. Doris Day était non seulement une actrice de premier plan, mais aussi l'une des stars les mieux payées d'Hollywood à l'époque. Elle gagnait environ 750 000 dollars par film et recevait également un pourcentage des bénéfices, ce qui était rare pour les actrices à l'époque. Le public ne l'aimait pas seulement à l'écran, mais était également attiré par sa voix douce, son style charmant et son image innocente et amicale. Doris Day est véritablement devenue une icône de la culture pop américaine. Cependant, être la chérie de l'Amérique n'a pas toujours été facile pour Doris Day. Elle a confié plus tard que l'image parfaite qu'Hollywood et le public attendaient d'elle la mettait sous pression. Cependant, elle a continué à se consacrer à l'art et a apporté de grandes contributions au cinéma et à la musique américaine. Après son grand succès au cinéma, Doris Day a continué à conquérir le public avec sa série télévisée The Doris Day Show
1968-1973. À l'origine, il s'agissait d'une comédie familiale se déroulant dans un ranch californien, dont l'histoire, le cadre et les personnages changeaient à chaque saison. Ce changement constant a permis aux fans de rester curieux et d'attendre avec impatience quelque chose de nouveau chaque année. Ces changements reflétaient également l'évolution rapide de la culture américaine à la fin des années 1960 et au début des années 1970. Après la fin de la série, Doris a décidé de se retirer de la scène pour se consacrer à sa véritable passion, la protection des animaux. L'amour de Doris Day pour les animaux a commencé dès son enfance, surtout après la mort de son chien bien-aimé, Tiny, dans un accident. Cette perte l'a profondément marquée et l'a incité à protéger et à soigner les animaux tout au long de sa vie. Lors du tournage de L'homme qui en savait trop, 1956, au Maroc, elle a été horrifiée par les mauvais traitements infligés aux animaux sur le plateau. Doris a fermement refusé de poursuivre le tournage tant que les animaux n'étaient pas correctement soignés. Cette action énergique a conduit à la création d'un refuge local pour animaux et d'une aire d'alimentation, démontrant ainsi son engagement en faveur du bien-être des animaux. En 1978, Doris Day a fondé la Doris Day Pet Foundation, qui a ensuite évolué pour devenir la Doris Day Animal Foundation, DDAF. Au départ, la fondation s'est concentrée sur le sauvetage des animaux abandonnés et sur la fourniture d'un abri. Au fil du temps, l'organisation s'est développée pour s'attaquer à des problèmes plus vastes tels que le contrôle de la population animale et la prévention de l'abandon des animaux de compagnie. En 1995, Doris a notamment fondé la Journée mondiale de la stérilisation, qui encourage les gens à stériliser leurs animaux de compagnie afin de contrôler la population croissante d'animaux errants. Bien qu'elle ait laissé Hollywood derrière elle, Doris Day a continué à surprendre le public en sortant en 2011, à l'âge de 89 ans, l'album My Heart, qui comprend des chansons qu'elle a enregistrées depuis les années 1980, dont beaucoup ont été écrites par son fils, Terry Melcher. L'un des titres les plus émouvants est Happy Endings, où la voix de Doris Day se mêle à celle de Terry, créant un morceau plein d'émotions. L'album a rapidement atteint la 9e place des classements d'albums au Royaume-Uni, faisant de Doris Day l'artiste la plus âgée à avoir un album dans le top 10 avec du nouveau matériel. C'est également la première fois en près de 50 ans que son nom apparaît dans le classement Billboard aux États-Unis. Cependant, même après ce succès, Doris Day est restée à l'écart des projecteurs. Elle a passé la plupart de son temps à travailler pour les droits des animaux et n'est apparue en public que lors d'occasions spéciales liées à son association caritative. Dans son dernier message, elle a remercié ses fans pour leur soutien indéfectible et les a encouragés à continuer à aider les animaux par l'intermédiaire de sa fondation. La vie de Doris Day a également connu des moments sombres et des rebondissements inattendus. À l'âge de 17 ans, elle épouse Hal Jordan, un tromboniste de 23 ans. Malgré les mises en garde de sa mère contre ce mariage, Doris a décidé de suivre son cœur. Doris Day n'était pas seulement une icône hollywoodienne, mais aussi une femme qui a connu de nombreux hauts et bas dans sa vie. De ses luttes contre l'anxiété et la dépression à son illustre carrière dans la musique et le cinéma, elle a laissé derrière elle un héritage remarquable. Quelle période de la vie de Doris Day résonne le plus en vous? S'agit-il de sa résilience pendant les années difficiles ou de ses brillantes réalisations